Qu'est-ce que vous pensez de l'approche qui a été privilégiée par le gouvernement Legault? Le gouvernement aurait pu aller de façon beaucoup plus ambitieuse. La laïcité, c'est pas seulement une question de vêtements ou de signes religieux. La laïcité, ça concerne les rapports entre l'État et les religions ou l'absence même de religion dans certains cas. Alors, par exemple, le gouvernement aurait pu choisir de s'attaquer au financement par l'État des écoles confessionnelles privées. Il aurait pu choisir de s'attaquer aux exemptions fiscales qui sont accordées aux églises dans plusieurs municipalités et ainsi de suite. Donc, il aurait pu avoir une approche globale de la laïcité. Ce qui a été retenu, au contraire, dans le projet de loi, c'est vraiment la seule question des signes religieux, soit qu'ils couvrent le visage, soit qu'ils soient tout simplement portés sur la tête ou sur les mains ou dans la ceinture. Mais on a pris la laïcité par le petit bout de la lorgnette, je dirais, alors qu'on aurait pu et on aurait probablement dû adopter une approche beaucoup plus englobante. Mais il aurait fallu pour ça vouloir faire œuvre de pédagogie. Et jusqu'à maintenant, depuis le rapport Bouchard-Taylor, aucun gouvernement qui s'est succédé à Québec n'a voulu faire cette pédagogie de la laïcité. Mais donc, on a pris l'aspect des signes religieux parce que c'est le plus concret pour les gens, vous pensez? C'est parce que c'est celui dont on parle sans cesse depuis 10-12 ans, depuis la fameuse affaire de la Cour suprême où on avait parlé du Kirpan. Donc, c'est de ça qu'on parle sans arrêt depuis plus d'une décennie. C'est donc un aspect qui a l'air concret, en tout cas qui est à la portée de la plupart des gens, mais sur le terrain, quand on a voulu documenter l'existence d'un problème lié aux signes religieux, on s'est toujours heurté à la même conclusion. Personne sur le terrain ne se plaint de ça, que ce soit dans le milieu hospitalier, dans le milieu scolaire ou en milieu de travail. La dernière fois qu'on a voulu documenter ce problème-là, c'est à l'occasion de la commission Bouchard-Taylor, justement, qui a reçu plusieurs dizaines de témoignages et de mémoires. Et la commission en est venue à la conclusion en 2008 qu'il n'y avait pas de nécessité objective de légiférer sur les signes religieux. Ouais. Alors, le besoin qui existe, je vous dirais que c'est un besoin politique qui répond à la perception d'un problème. Donc, on peut agir politiquement pour, disons, instaurer dans les lois un principe comme la laïcité? Est-ce que c'est nécessaire qu'on le fasse comme gouvernement ou si on peut bien vivre sans comme on le fait ailleurs dans le monde, vous pensez? Alors, il n'y a pas de besoin objectif de le faire. Le Québec est laïque de facto depuis les années 60 et tout récemment, il y a une dizaine d'années, on a déconfessionnalisé le système scolaire complètement. Donc, il ne subsiste plus rien au Québec du lien qui a existé autrefois entre l'État et l'Église catholique, par exemple. Alors, il n'y a pas ce besoin objectif. Il y a un besoin politique qui est lié à cette perception d'un problème. Alors, quand on s'interroge sur la raison d'être du projet de loi qui a été déposé hier, en fait, il y a plusieurs raisons d'être selon l'angle qu'on retient. À lire le projet de loi, on constate que l'objectif officiel, c'est d'affirmer le principe de la laïcité de l'État. Très bien. Il y a aussi un deuxième objectif qui découle des déclarations politiques qu'on a entendues depuis quelques jours, assurer la paix sociale. Et il y a un troisième niveau de préoccupation. Celui-là, il est implicite, c'est de répondre sur le plan politique à cette perception d'un problème. Et donc de satisfaire une certaine base électorale pour le parti au pouvoir. Oui. Donc, parlons de l'application. Allons dans le concret. On a vu donc hier quels sont les paramètres du projet de loi, comment il devrait s'appliquer en principe. Et ça, c'est bien sûr avant qu'il y ait des consultations parlementaires qui pourraient faire changer ce projet de loi-là. M. Jolin Barrette l'a bien dit. Mais donc, on parle de signes religieux de tout ordre, sans parler de grosseur, de visibilité, tout ça. Est-ce que ça va être dur à appliquer, vous pensez, ce principe-là? Si on compare avec le projet de charte des valeurs du gouvernement du Parti québécois en 2013, là, on parlait de signes ostentatoires d'appartenance religieuse. Ici, on ne parle que de signes religieux tout court. Hier, on a entendu des débats ou des réponses assez réjouissantes du ministre à certaines questions qui lui étaient posées en conférence de presse. Par exemple, est-ce que les tatouages ou les alliances de mariage sont des signes religieux? Le ministre nous a rassuré que non. Mais il a aussi dit que tout signe religieux, même non visible, donc porté par exemple sous une chemise, serait théoriquement interdit par le projet de loi, ce qui évidemment est un peu
un peu ridicule entre vous et moi. Alors certainement que les plaideurs, si jamais il y a des contestations judiciaires un jour, les plaideurs vont jouer là-dessus, ils vont jouer sur les mots. Ils vont essayer de savoir si tel ou tel signe est vraiment un signe religieux. Le port d'une barbe, par exemple, si moi je le porte sans conviction religieuse, ça va. Mais si c'est un musulman qui porte une barbe, est-ce que c'est un signe religieux sur sa personne? Alors, il y a des problèmes d'application qu'on devra prévoir. Et qui décide de ça au bout du compte? Il y a plusieurs lecteurs qui nous faisaient remarquer que, par exemple, dans un milieu d'enseignement, dans une école secondaire, on comprend que c'est peut-être la commission scolaire ou la direction d'école qui va décider de l'application de la loi. Mais au bout du compte, qui tranche sur ce qu'est ou non un signe religieux? Alors, en principe, c'est effectivement les autorités administratives locales. Si jamais il y a un besoin d'interpréter la loi, ce sera les tribunaux. Et là, on ne pourra pas nécessairement invoquer la clause dérogatoire parce qu'il va tout simplement s'agir d'interpréter la loi qu'on va adopter peut-être et non pas d'appliquer la Charte des droits. Alors, tôt ou tard, les tribunaux devront se prononcer sur le sens de tel ou tel mot qu'on trouve dans le projet de loi. Oui. Donc là, vous glissez la question de la disposition de dérogation, la clause dérogatoire, comme on l'appelle parfois. Donc là, on sait que ce projet de loi-là est blindé et protégé de contestations évoquant la Charte des droits canadienne ou québécoise. Est-ce qu'on est vraiment à l'abri de contestations avec ce projet de loi-là? Pas tout à fait. On peut penser que oui à cause des deux clauses dérogatoires, mais il ne faut pas oublier que dans la Constitution, il n'y a pas juste les chartes des droits. Il y a aussi ce qu'on appelle le partage des compétences entre le fédéral et les provinces. Il y a aussi des principes sous-jacents comme l'indépendance des tribunaux, par exemple. Et ça, ces deux principes-là n'ont absolument rien à voir avec les deux chartes des droits. Alors, on a beau déroger aux chartes des droits, ça n'élimine pas les autres principes constitutionnels qui, eux, donc, vont pouvoir être mobilisés pour contester tel ou tel aspect du projet de loi. Ce n'est pas interdit. Et il faut d'ailleurs préciser que même le recours au mécanisme de dérogation n'est pas tout à fait à l'abri d'une contestation. On sait qu'il y a 30 ans, la Cour suprême avait eu l'air de dire que tout ce qu'on devait faire si on voulait déroger aux chartes, c'était de dire à quel numéro d'article on veut déroger. Et ça, le projet de loi le fait. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais ça, c'était il y a 30 ans. Et depuis 30 ans, la Cour suprême a évolué dans sa jurisprudence. Elle a reconnu, par exemple, dans les années 90, que la protection des minorités, c'était un principe sous-jacent de la Constitution canadienne. Et dans cette logique-là, je ne serais pas surpris, moi, qu'un tribunal considère qu'en plus des conditions de forme qui doivent précéder le recours à la dérogation, il faut aussi des conditions de fond. Par exemple, ne pas faire des dérogations qui seraient discriminatoires à l'endroit d'un groupe minoritaire. OK, donc si je vous suis, le fait d'invoquer la disposition de dérogation, ça, c'est pas compliqué. On peut le faire en disant clairement de quelle façon on le fait. Et on a déjà tenté de contester le recours à cette disposition de dérogation-là. Ça avait été, grosso modo, refusé. Oui, c'était en 1988 et ça concernait la loi 101, l'affichage unilingue français dans l'affichage commercial. Donc, on avait déjà essayé de contester ça et on pourrait le refaire aujourd'hui. Vous pensez que peut-être aujourd'hui, le scénario serait différent? Je pense que la Cour suprême serait sensible à l'argument qu'en 2019, pour déroger à un droit fondamental, il faut davantage que des conditions de forme. Ça, c'est donc pour le grand jeu, la contestation de la disposition de dérogation. Mais si on parle des sanctions, parce que le ministre Jolin Barrette, depuis hier, dans plein d'entrevues, répète qu'il a bon espoir que le projet de loi qui deviendra loi sera respecté et tout ça. Il veut vraiment pas aller sur ce terrain-là des sanctions. Qu'est-ce qui arrive avec une organisation comme la Commission scolaire English Montreal qui dit ne pas vouloir respecter le projet de loi? Donc, qu'est-ce qui arrive avec une organisation qui ne respecterait pas ce projet de loi-là, cette loi-là? Évidemment, je comprends le ministre de dire qu'il doit présumer que la loi va être adoptée. C'est un ministre et il va être responsable, ou enfin, un ministre sera responsable de l'application de la loi. Alors, il doit soutenir l'autorité de la loi. C'est normal qu'il le dise. Tout ce que dit le projet de loi jusqu'à maintenant, c'est qu'au sein d'un organisme, la plus haute autorité administrative, le directeur ou le président, peu importe, devra prendre les mesures pour s'assurer que le personnel sur le terrain respecte les principes de la loi. Ça fait appel aux notions habituelles qu'on trouve en droit du travail, c'est-à-dire que l'employeur pourra blâmer, suspendre, éventuellement congédier un employé qui, de façon répétée, ne respecterait pas la loi. Quand c'est l'organisme lui-même qui décide de ne pas respecter la loi, le projet de loi, en effet, ne prévoit rien à cet égard. Ce serait d'ailleurs un peu bizarre qu'une loi prévoie
qu'un organisme public ne respecte pas la loi. En principe, ils sont tous tenus de la respecter. Alors, j'imagine que dans ce cas-là, les sanctions seraient davantage d'ordre politique, voire budgétaire. On pourrait peut-être vouloir jouer avec les subventions ou le financement qui est accordé à tel ou tel organisme tant qu'il ne respecte pas la loi. Mais là, je spécule comme les journalistes et le ministre ont spéculé hier. OK. Mais de là à dire qu'il n'y a aucune sanction, c'est pas vraiment vrai. Il y a des sanctions administratives prévues à l'endroit du personnel qui ne respecterait pas la loi, mais on va devoir suivre les principes habituels en matière de sanctions disciplinaires. Il y a ce qu'on appelle le principe de la gradation des sanctions. Donc, on doit commencer par, normalement, un avertissement. Ensuite, on procède à un blâme. Ensuite, si nécessaire, à une suspension. Et là, dans les cas les plus graves, on peut procéder à un congédiement. Alors, c'est pas demain que des employés vont être congédiés parce qu'ils porteraient un signe religieux, par exemple. OK. Et ça, ces sanctions-là qui sont donc régies par les lois du travail, vous dites? Voilà. Ce serait uniforme. Là. Il n'y aurait pas des sanctions plus fortes d'un côté ou moins fortes de l'autre, dépendant de l'organisation? C'est les mêmes principes en droit du travail qui s'appliquent pour tous les employeurs.